Merci à tous d'être là. Je m'appelle Olivier Monod, je suis journaliste scientifique à Libération. Et je vais animer cette table ronde. Alors, intitulée Des médias zéro carbone, est-ce possible? La responsabilité des journalistes. Donc, on a 1h30 pour en parler. Il faut savoir qu'il y a une table ronde, enfin un atelier après qui est un peu sur le même thème, mais sur la responsabilité des entreprises de presse. Donc, notre but ici n'est pas tant de savoir comment faire du journalisme bas carbone, mais plutôt comment traiter le sujet bas carbone et comment traiter le sujet du changement climatique. On a autour de nous un panel international, on peut le dire, puisque nous avons à ma droite Anna Lundqvist, j'essaye les prononciations, journaliste suédoise et spécialiste des médias et de l'environnement. Surtout des médias. John Henley, correspondant Europe du Guardian. Donc ensuite, on a Gilles Van Cotte, directeur délégué aux relations avec les lecteurs pour le groupe Le Monde. Et Cédric Ringenbach, fondateur de la Fresque du Climat, conférencier, ancien président du Shift Project et ancien directeur du Shift Project, pardon. Et ce qui nous intéresse aussi particulièrement aujourd'hui, c'est que vous avez mené des ateliers de formation et de sensibilisation au climat auprès de journalistes. Et Jean-Christophe Boulanger, qui est le président du média professionnel Contexte, devait être présent, mais il s'excuse, malheureusement, il n'a pas pu être là. Je pourrais dire quelques éléments sur lesquels on avait échangé sur sa présentation. Voilà, donc comme je le disais, c'est la responsabilité éditoriale des journalistes qui nous intéresse ici. Je vous propose que chaque intervenant fasse 5 à 10 minutes de propos introductifs sur ce qui se passe dans son média, dans son pays et son point de vue sur le sujet, avant d'ouvrir les échanges avec la salle. Je ne sais pas si on a un micro volant, auquel cas je me chargerai de ça. Vous avez des micros, mais pour les questions de la salle, au pire, je me chargerai de faire les questions. N'hésitez pas à prenez des notes sur les questions que vous voulez poser pour avoir un échange le plus fluide possible. Alors, on va commencer avec Gilles Van Cotte. Donc, je l'ai dit, vous êtes directeur délégué aux relations avec les lecteurs au Monde, mais vous avez aussi participé à la création du service Planète. Et c'est ça qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est comment se crée un service environnement dans un journal, avec quelle relation avec les autres services, quel champ éditorial on lui laisse, et comment après ça évolue, donc venir de la genèse à aujourd'hui sur le service Planète au Monde. Voilà, pareil, je vous laisse 5 à 10 minutes, si jamais je m'agite et je prends mon micro, c'est que le temps est écoulé. N'hésitez pas. Donc les pages Planète du Monde ont été créées en 2008. Alors c'est pas né de rien, il y avait au départ un service science qui était assez étoffé dans les années 90, qui s'est appelé aussi Sciences et Médecine, je crois, à une époque, et puis qui a pris le nom au milieu des années 2000 de Sciences et Environnement. Donc c'était la première, on va dire, dans la nomenclature des services, la première apparition du mot environnement. On a eu des journalistes environnement dans les années 90, mais qui étaient un peu des journalistes isolés au sein de la rédaction. On a vu Marc-Ambroise Rendu, on a eu Hervé Kempf, qui maintenant dirige Reporter. Mais c'était quand même des individus, on va dire, au sein de la rédaction. Et c'est vraiment à partir des années 2003-2005 que donc arrive ce service Sciences et Environnement, que j'ai rejoint moi en 2006. Je n'avais pas du tout de spécialisation environnementale. J'étais journaliste de sport pendant 20 ans, donc c'était tout à fait autre chose. Et je consommais beaucoup de CO2 puisqu'on se déplaçait évidemment sur des événements sportifs dans le monde entier. Donc 2005-2006, ce service Sciences et Environnement, qui est un peu la matrice de Planète. Donc Planète en 2008, ça vient d'où? Donc ça vient évidemment de cette prise de conscience progressive de la collectivité des journalistes du monde, des enjeux qui sont autour de l'urgence climatique, mais bien au-delà de ça, sur la question de l'exploitation des ressources, sur les questions sanitaires qu'on voit aujourd'hui qui sont en écho avec ces problématiques. Et ça vient de la volonté du directeur du Monde de l'époque, ce qu'il faut rendre grâce à Éric Fotorino, d'ailleurs, qui sera, je crois, ici samedi au moment du Salon du livre de journalisme. D'avoir eu cette sensibilité. Alors il faut dire que lui-même avait eu, comme journaliste, à traiter d'un certain nombre de sujets liés à ces problématiques ressources, puisqu'il avait été responsable de la rubrique matières premières.
Et puis, il avait cette sensibilité, cette appétence pour ces sujets. Et donc, en 2008, ou fin 2007, je ne sais plus, début 2008, lui vient l'idée, effectivement, de créer des pages qui englobent l'ensemble de ces thématiques. Alors, ce n'était pas complètement, ça ne venait pas de rien. Libération avait déjà à l'époque des pages terres qui ont disparu depuis malheureusement, mais qui étaient un petit peu aussi sur la même logique. Et le Guardian avait commencé déjà à développer sa couverture des sujets autour du développement et de l'environnement. Donc les pages Planète ont été créées à la rentrée 2008 avec une douzaine de journalistes qui étaient essentiellement des journalistes qui venaient du service Sciences et Environnement, mais également quelques journalistes qui arrivaient d'autres services internationaux, économie. Et là, ça a été assez compliqué parce que vous savez que dans une rédaction, plus ou moins selon les journaux, mais quand même assez fréquemment, il y a des logiques de territoire entre services, donc des jalousies, alors qu'on fait tous le même journal et qu'on s'adresse au même lecteur. Et c'est vrai que l'arrivée des pages Planète, qui a été imposée par le haut, imposée par la direction du journal, n'a pas été toujours bien vécue par certains services et que les premiers mois ont été assez compliqués parce qu'il a fallu trouver un nouveau fonctionnement entre, par exemple, le service international qui avait l'habitude de traiter ces problématiques au niveau international, mais qui les traitait un petit peu, on va dire, quand il y avait de la place. Parce que le service international, pour caricaturer, avait plutôt une couverture autour des questions diplomatiques, des conflits, des questions politiques, s'intéressait moins aux questions environnementales. C'est aussi pour ça qu'on a créé Planète. Même chose à économie. Il y avait des sujets à économie que le service économie a eu du mal à accepter. Par exemple, sur les questions d'énergie, l'énergie, c'était économie qui traitait. Alors tout d'un coup, il y a un journaliste de la Planète qui s'est mis à traiter les questions énergétiques avec ce prisme, on va dire, environnemental. Et ça, effectivement, ça a créé des frictions entre services. Pareillement avec le service politique, parce qu'au début du service Planète, il y a eu une idée qui était, à mon avis, une mauvaise idée, mais qui en tout cas a été tentée, c'était de se dire Planète ne parle que des sujets au niveau international. Quand c'est français, quand ça se passe en France, c'est le service politique ou le service économique qui en parle. Ce qui veut dire que, par exemple, si on avait un sujet, un grand reportage sur une grande... Moi, je m'occupais des déchets, donc je vais prendre cet exemple-là, la problématique des déchets, un grand reportage sur une énorme décharge dans un pays d'Asie ou d'Afrique, c'était dans les pages Planète. Mais s'il y avait un problème à la décharge à côté de Marseille, c'était plus dans les pages Planète, c'était dans les pages France ou société quand ça y était. Parce que comme il n'y avait pas vraiment cette appétence pour ces sujets-là, souvent ces sujets-là n'étaient pas traités ou alors en bref. Et donc il y a eu beaucoup de tâtonnements, on va dire, dans les premiers mois pour arriver à la conclusion qu'il fallait que l'ensemble de ces sujets soient traités dans les pages Planète, parce qu'il y avait une logique, puisqu'on traitait ces sujets-là au niveau international, au niveau global dans les pages Planète, que quand il y a une déclinaison nationale, française, elle soit au même endroit. Donc ça, c'est une affaire qui s'est réglée assez rapidement. Les pages Planète, au début, ont été installées par Eric Fotorino pour vraiment marquer le coup. C'était un geste très très fort en pages 2 et 3 du journal. C'était encore une époque où beaucoup de gens lisaient le journal et encore une majorité des gens lisaient le journal sur le papier, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, loin de là. Et donc on était en ouverture du journal. Et ça aussi, ça a beaucoup fâché nos confrères internationaux, parce que traditionnellement au Monde, c'est les pages internationales qui ouvrent le journal. Et changer ça, c'était changer quelque chose qui était absolument sacré pour les journalistes internationaux, du service international, et donc ça n'a pas aidé, on va dire, à l'acceptation, à la bonne acceptation par la rédaction des pages Planète. Donc pour vous dire que c'était quand même assez, ça a été assez compliqué les premiers mois. Et puis le travail, l'arrivée aussi d'actualités qui ont eu un écho immédiat dans les pages Planète, notamment la catastrophe de Fukushima, qui était au départ une catastrophe naturelle, mais évidemment amplifiée par le facteur humain. Tout ça a fini par légitimer les pages Planète. Il y avait encore à ce moment-là le débat sur le réchauffement climatique et les climato-sceptiques qui étaient encore assez présents dans les médias, mais ce n'était pas pour autant fini, puisqu'en 2013, il y a eu une nouvelle direction qui a pris la tête du Monde, qui émanait du service international pour une grande part. Et là, on a vu qu'il y avait une volonté, on va dire, de la part du service international de reprendre un petit peu la main sur les pages Planète, voire une menace qui était clairement exprimée sur la pérennité des pages Planète. Alors, on était à une époque où la légitimité de ces questionnements et de ces problématiques était pourtant plus remise en cause, en tout cas par une grande partie de la société, par nos lecteurs notamment.
Bon, en tout cas, sous cette histoire a capoté, puisque la direction de l'époque a démissionné au bout de quelques mois. Il se trouve que c'est moi qui ai pris la direction du journal pour un intérim d'1 an suite à cette crise de gouvernance, et que moi-même, émanant des pages Planète, évidemment, je les ai rétablis immédiatement dans leur pérennité, on va dire, et qu'aujourd'hui, la question ne se pose absolument plus. Ce sont des pages qui sont installées dans le journal, installées dans la rédaction. Les services ont appris à travailler ensemble. Les équipes, maintenant, ça fait quand même 13 ans que les pages Planète existent. C'est devenu un service à part entière, reconnu comme tel. Et évidemment, avec la crise du Covid, et je vais m'arrêter là, Olivier, parce que je commence à m'emballer, avec la crise du Covid qui a été confiée aux pages Planète, c'est-à-dire que toute la couverture de la crise du Covid a été coordonnée par les pages Planète, avec leurs journalistes scientifiques, avec leurs journalistes environnementaux et avec les autres services. Évidemment, c'était une collaboration très étroite avec tout l'ensemble des services, puisqu'on a parlé quasiment que de la crise du Covid pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Et donc, voilà, donc la question de la légitimité de ces pages ne se pose plus. La question non plus des interactions entre toutes ces problématiques, que ce soit le climat, l'exploitation des ressources, les évolutions, on va dire, sanitaires avec les changements d'aire de répartition, des parasites, des virus, etc. Les liens entre la biodiversité, évidemment, les liens entre les activités humaines et la nature et les espèces animales et végétales. Tout ça est un ensemble. Et ce qui était intéressant dans les pages Planète dès le départ, et ce qui aujourd'hui s'est avéré être un bon choix, c'est que ce ne sont pas des pages environnement. Ce sont des pages qui englobent beaucoup plus large que l'environnement, puisqu'elles vont jusqu'à la démographie. Il est arrivé qu'on parle aussi de la question de questions sociales, sur le droit du travail au niveau international, sur notamment le transfert des émissions de CO2 par les pays occidentaux vers des pays qui sont les ateliers, on va dire, de l'Europe, notamment en Asie. Tout ça, voilà, c'est devenu des pages c'était des pages très globales, mais qui répondaient à une problématique globale. J'imagine que vous en êtes vous-même en majorité persuadé. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, ce sont tout à fait c'est à côté des services classiques, ce qu'on appelait les grands services du monde, politique, international ou culture, économie et société. Les pages Planète sont, on va dire, une rubrique à part entière qui irrigue tout le journal. Merci beaucoup, Gilles, pour cette présentation du service Planète au monde. Après, je vais donner la parole à Hanna Lundqvist pour en fait un peu la même chose, mais du point de vue de la Suède. Donc un peu l'émergence du journalisme environnemental en Suède. Alors si j'ai bien compris, c'est entre prise de conscience et contre-attaque des industriels. Ça pourrait être ça le sous-titre de votre présentation. Vous allez nous dire. Peut-être. Je pensais donner une petite une historique. En fait, c'est intéressant de t'entendre. Vous êtes toujours 12 journalistes Non, avec le service sciences, je pense qu'aujourd'hui, ils sont je n'ai pas le chiffre exact, entre 15 et 20. D'accord. Parce que j'allais dire que le journalisme climatique en Suède va très bien, mieux que jamais. Mais même le plus grand journal national n'a pas 15 journalistes à la section climat. Mais bon. Mais ça va bien dans le pays de Greta Thunberg. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, si on remonte jusqu'à 2009, l'échec du sommet de Copenhague, la question était morte pendant plusieurs années. Ni les journalistes, ni les politiciens parlaient plus du climat. C'était, je ne sais pas, on ne savait pas comment s'y prendre. En 2014, la Suède a eu un nouveau gouvernement avec les Verts qui prenaient place dans le gouvernement pour la première fois. Donc, ça a beaucoup... ça a suscité l'intérêt des médias. On a suivi de près quelle politique qu'ils allaient mener au domaine climat. Quelques années plus tard, on a eu plusieurs grandes batailles politiques. C'était la vente très controversée de la compagnie nationale de l'énergie, Vattenfall, qui ont vendu des centrales à charbon en Allemagne. Beaucoup de rubriques sur ça. La Suède a voté des nouveaux objectifs nationaux pour le climat et l'énergie. On a aussi voté une taxe sur l'aviation. Donc tout ça a créé a fait monter le journalisme sur le climat.
En 2018, canicule, sécheresse, merci. Les réserves d'eau potable s'épuisaient en Suède. Il y avait des incendies. On a dû avoir l'aide de la Pologne pour les éteindre. En fait, ça a secoué le pays. Les journalistes se sont encore plus réveillés. Parce que jusque-là, on était naïfs, je crois. Beaucoup de monde était naïf. On pensait que bon, la crise climatique, c'est loin, mais ce n'est pas ici. La même année, Greta Thunberg s'est mise dans la rue de Stockholm pour la première fois. Et en fait, il y a eu un effet Greta très net l'année suivante, comme en France, je pense, comme ailleurs, comme partout. On peut voir dans des rapports que le climat augmente dans les médias suédois de plus de 100% de 2018 en 2019. Il y avait aussi le COP25 à Madrid, la météo extrême partout dans le monde. Je pense que tout ça a fait augmenter le climat dans les médias. 2020, pandémie. Comme en France, les médias n'ont rapporté que sur ça. Le climat a baissé de 30%. Je pense que ces deux crises sanitaires et climatiques a fait voir en fait à beaucoup de Suédois enfin, on a vu la différence. Pour le Covid, les médias et les politiciens ont eu énormément de ressources éditoriales, économiques. On a battu cette crise, on s'est rassemblés. Et beaucoup de lecteurs se sont demandé pourquoi on ne fait pas ça tous les jours avec le climat, parce que c'est une crise qui est continue. Et bon, la réponse est évidente d'un côté, parce que bon, le Covid, c'est dramatique, les gens meurent ici maintenant, etc. Mais je pense que cette question est restée dans les rédactions, parce que maintenant, cette année, on voit beaucoup d'initiatives. On voit un renfort encore du climat journaliste, du journalisme climatique, pardon. Par exemple, on voit des correspondantes climatiques au sein de la télé et la radio suédoise, des pages d'info direct avec des visualisations graphiques du niveau de CO2 en direct assez avancé. Dans un mois, il y aura pour la première fois une grande audience climatique à la télé suédoise, ce qui n'avait pas été fait avant. Je crois qu'il y aura des chercheurs en fait, qui vont évaluer les réponses des politiciens qui seront questionnés. Un autre changement, c'est que dans les journaux, toutes les sections traitent du climat aujourd'hui, pas seulement section planète ou environnement. C'est un changement assez radical. Je vais continuer ou vous voulez que je m'arrête? Comme vous voulez, vous pouvez encore continuer. Oui, une différence ces dernières 1 ou 2 années, c'est que le journalisme politique commence enfin à mieux traiter du climat, parce qu'auparavant, les politiciens ont échappé à toutes ces questions. Je pense parce que les journalistes politiques sont ils sont pas super compétents en climat. C'est un sujet complexe. Donc, ce journalisme-là, qui exige de la responsabilité politique, il n'y en a pas eu. Mais maintenant, il commence à en avoir de plus en plus, ce qui est positif. Justement, on va se donner une bonne transition avec John Henley au Guardian, parce que vous êtes journaliste au Guardian, mais vous êtes correspondant Europe, donc vous n'êtes pas spécialiste de l'environnement. Et le Guardian avait défrayé la chronique en 2019, si je ne me trompe pas, avec tout un changement sémantique, tout un changement de vocabulaire dans toutes les pages du Guardian pour adresser non plus le changement climatique, mais l'urgence climatique, si je ne me trompe pas.
Donc c'est un peu cette question dont Anna vient de parler, c'est comment on fait sortir le climat des pages environnement et comment le Guardian le fait. Si vous pouvez un peu revenir sur cette décision de 2019 et vous-même dans votre travail en tant que correspondant Europe, comment vous travaillez avec le service environnement, comment vous traitez de ces choses-là. Vous avez un micro, c'est bon? Merci Gilles. Merci. Oui, donc oui, comme vous avez dit, Olivier, en fait, on a comme a dit Gilles, nous aussi, on a eu un correspondant, le premier correspondant environnement spécialiste au Guardian. C'était, je pense, début des années 80, 82, 83. Mais c'était quelque chose d'assez isolé au sein de la rédaction. C'était un spécialisme comme un autre, assez minoritaire. Et ce n'est que vraiment beaucoup plus tard qu'on a vraiment commencé à prendre conscience de l'ampleur du défi et du problème. Et à partir de 2017, je dirais 2017-2018, avec l'arrivée d'une nouvelle rédactrice en chef, qui est arrivée avec une volonté vraiment exprimée de trouver juste le constat que le changement climatique, c'était vraiment ça allait être le grand thématique, le grand thème des années à venir. Et donc, il y a une vraie volonté de, si vous voulez, trouver l'angle environnemental, pas dans chaque papier, évidemment, mais partout dans le journal, vraiment à travers tous les services, chercher l'angle environnemental, trouver des connexions, tirer des conclusions, créer les liens, etc. Donc ça, c'était le but, et c'est en fait c'est en partant de ce constat qu'on a 2019 donc voilà, changé après beaucoup de discussions au sein de la rédaction. On a décidé de changer les mots, en gros, le vocabulaire qu'on utilisait pour parler de ce phénomène. Donc, on a décidé d'abord de ne plus parler. On n'a pas interdit des mots. On a juste dit que si c'est possible, si les journalistes sont confortables, on préfère utiliser d'autres expressions. Donc voilà, au lieu de changement climatique, on préfère maintenant parler de crise climatique ou urgence climatique. Tout simplement parce qu'on s'est dit que si vraiment on parle d'un phénomène qui va sérieusement impacter les vies des milliards de personnes, parler de changement, c'est quand même un peu léger. Donc voilà, on parle de crise ou d'urgence. Au lieu, et ça c'est très difficile à expliquer en français parce que les mots sont les mêmes en fait, mais on ne parle plus de global warming. Warming, c'est chauffer, mais c'est warming, c'est on se réchauffe avec un manteau. Mais en anglais, on préfère maintenant parler de global heating. Heating, c'est chauffer en français aussi, mais c'est un mot beaucoup plus fort en anglais. Voilà, ça apparente peut-être, ou ça ressemble plus ouais, ça s'approche de cuisiner quand on heat quelque chose. Donc on parle plus de warming, mais de heating. Aussi dans un souci donc ça c'est un souci de transmettre au lecteur l'urgence de la chose. Mais on s'est aussi dit qu'on ne veut pas paniquer. Le pire qu'on pouvait faire, c'est de paniquer les lecteurs. Parce que si les lecteurs paniquent, si les gens paniquent, la réaction automatique, où il y a un grand risque de réaction, c'est perdu, la bataille est perdue, on peut rien faire, c'est beaucoup plus grand pour moi, etc. Donc on a voulu créer une sorte de connexion, de humaniser un peu tout ce thématique. Donc, on ne parle plus, par exemple, et donc on essaie d'éviter des termes trop scientifiques.
où les lecteurs risquent de dire c'est trop compliqué, c'est trop grand, c'est trop, etc. Donc on n'utilise plus, par exemple, l'expression où on limite l'utilisation du mot biodiversité, qui est quand même un terme assez scientifique. On parle, par exemple, d'animaux. On parle de population de poissons au lieu de stock de poissons. Et peut-être le choix le plus controversé, ça a été, on s'est dit aussi, et là on a beaucoup discuté, on ne dit plus climato-sceptique, on préfère dire climat négationniste. C'est un mot, je pense qu'il faut le dire, c'est un mot qui porte beaucoup plus de poids sur le continent qu'en Angleterre. Ça, je peux comprendre. Mais nous, on a trouvé que ce mot-là, négationniste, ça n'a pas tout à fait les mêmes connotations en Grande-Bretagne. Et on a considéré que au moment où 97-98% de l'opinion scientifique est parfaitement alignée sur une ligne, parler de scepticisme, c'est trop léger. On peut carrément parler de négationnisme. On nie les faits. Donc voilà, ça c'est aussi une partie, cette décision aussi est partie du constat qu'on a eu depuis trop longtemps dans les médias, je pense un peu partout, mais certainement en Grande-Bretagne, une sorte de faux équilibre. Nous, on a toujours été élevés en tant que journalistes que il faut présenter les deux côtés de l'argument. Donc, on a eu pendant très très longtemps, surtout à la radio, à la télé, etc., les débats où on présente un scientifique expert, climatologue, etc. Et par souci d'équilibre, on présente aussi quelqu'un qui n'y croit pas. Et on s'est dit vraiment, ça c'est un faux équilibre. Quand on parle de 97% d'opinion vraiment fixée, c'est établi, c'est de la science établie, c'est carrément dangereux de présenter des opinions qui nient cette réalité-là. Juste quelques autres initiatives. On a ajouté également en 2019 dans le journal papier, quand on parle la météo, notre rapport météo quotidien, on a ajouté le niveau du CO2. Tout ça dans un souci d'éveiller un peu les consciences. On a lancé un peu plus tard un truc beaucoup plus compliqué sur le site qui s'appelle Environment Now, qui est une page dédiée avec un lien permanent sur la une du site où on met le changement de la température mondiale, le niveau du CO2 dans l'atmosphère, la masse glaciale à Groenland, etc. Donc tout un tas de données très spécifiques sur le climat, du changement climatique. On a une douzaine de journalistes qui font que c'est pas un mélange du service science et du service environnement, c'est un service environnement qui fait que de l'environnement. Une douzaine de journalistes et 2 rédacteurs en chef. Ça, c'est à travers 3 pays. En Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Australie, c'est les 3 centres éditoriaux du journal. On a fait beaucoup d'enquêtes et de projets d'investigation. Parfois en partenariat avec d'autres journaux. On était l'un des fondateurs d'une organisation qui s'appelle Covering Climate Now. Donc ça, c'est 250 rédactions, 250 salles de rédaction à travers le monde, dans 32 pays. On collabore, on coopère avec ces rédactions dans les projets, ce qui nous permet, par exemple, de faire des reportages,
parfois ensemble avec d'autres rédactions. On les a fait l'année dernière, ou pas l'année dernière, à cause du Covid, ça a été extrêmement compliqué. Mais avant, oui, des reportages dans à la fois l'Arctique et l'Antarctique. On a eu des journalistes à l'Amazon, dans le Sahel, au Bangladesh, en Australie avec les feux de forêt, Australie, etc. Et juste pour conclure, juste pour donner une idée de comment on essaie de trouver cet angle et de faire en sorte que l'environnement est vraiment pris en considération dans tous les services. Parfois, c'est très facile. Je veux dire, moi, je suis correspondant étranger. Donc, quand j'ai couvert la canicule de 2019 en Europe, je veux dire, là, c'est assez facile de faire un lien. Mais vraiment, on a essayé de vraiment de souligner. Juste pour l'anecdote, c'est assez... Même au Guardian, on a parfois du mal, où on comprend que c'est difficile de changer les habitudes. Parce que le premier et le deuxième papier que j'ai fait sur cette canicule européenne, donc j'ai fait un grand papier qui mettait clairement en valeur le lien avec le changement climatique, le fait que tous les scientifiques disaient que ce genre d'événement allait devenir plus fréquent et plus sévère dans l'avenir. Et je l'envoie à la rédaction. Une demi-heure plus tard, ça apparaît sur le site et j'étais choqué de voir que c'était illustré avec une photo de 2 enfants qui jouaient dans une fontaine à Rome. Et donc là, c'était le service. Donc j'ai appelé le service photo et j'ai dit, je vois que toujours, quand on parle du très beau temps, je comprends, on met ce genre de photos, mais là, on est sur autre chose. Donc ils ont changé les photos. Donc voilà, nous, c'est le service étranger, c'est c'est assez facile de faire ce lien. On pousse vraiment, on essaie de trouver l'autre, comment dire, de montrer comment le changement climatique, la crise climatique peut impacter les événements politiques, les événements sociaux, les flux migratoires, etc. Le service éco, pareil. Et ce qui est important par rapport à ce que tu disais, Gilles, on n'a pas de problème pour détacher parfois des spécialistes environnement, du service environnement, pour aller aider les journalistes dans d'autres services. Donc, il y a maintenant un spécialiste environnement qui travaille de façon quasi permanente au sein du service éco pour aider les spécialistes éco. Donc on commence beaucoup plus à couvrir les sujets comme le greenwashing, parce qu'évidemment les entreprises sont les plus grands pollueurs. Mais juste pour conclure, 2 petits exemples un peu peut-être moins évidents, parce qu'on a demandé, la rédaction chef a demandé à tous les services de trouver l'angle environnemental. Donc, le service, les spécialistes de la mode au Guardian sont maintenant très, très, très conscients du besoin de parler de la catastrophe environnementale qui est le fast fashion. Et voilà, de faire des papiers, des suggestions de mode, voilà, qui sont plus éco-responsables. Et le dernier petit exemple, comme tous les journaux, je pense, on a une page cuisine, nourriture, etc. On publie des recettes. On a une archive, on a découvert, le service qui s'en occupe a fait une sorte d'inventaire et découvert que parmi les 10 000 recettes que le Guardian a publiées depuis, je ne sais pas combien, 20-30 ans, 23% contenaient de la viande. Et il y a eu une décision vraiment consciente de réduire ce chiffre.
Et donc ça ils ont constaté que en 2018, 2019, 2020, ce 23% a été réduit à 12%. Donc même dans les services qui, on pourrait supposer, ne sont pas vraiment impliqués, on essaie de faire avancer la chose. En voyage aussi, évidemment. Ouais. Merci beaucoup, John. Donc je passe maintenant la parole à Cédric Ringenbach. Ringenbach, pardon. J'ai pas dit. Donc vous êtes fondateur de la Fresque du climat, qui est un outil de formation et de sensibilisation au changement climatique. Et vous avez notamment mené des ateliers directement à direction des journalistes et des professionnels des médias, ce qui vous donne un œil intéressant pour cette conférence, pour savoir où en sont nos confrères, quelles sont leurs questions, quel est le besoin de formation et de sensibilisation spécifiquement des journalistes, et quel bilan vous tirez, vous, de cette expérience-là. Merci. Oui, en effet, j'ai animé il y a quelques années des sessions qui duraient un week-end entier à la Bourboule, dans le Massif central, avec à chaque fois une trentaine de journalistes qui venaient faire donc la fresque du climat. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore la fresque du climat, vous pourrez la découvrir tout à l'heure sur un stand. Il y a ici Juliette et Anastasia qui sont ici présentes, qui l'animeront tout au long des 3 jours. Donc n'hésitez pas pour aller découvrir cet outil. Mais donc avec les journalistes, on a fait une fresque du climat, un jeu de piste dans le parc de la ville, des conférences, des ateliers, et puis surtout une grosse bringue le soir, parce que si on s'amuse pas, c'est pas drôle. Et donc on a passé 3 jours comme ça, hyper intéressants, 3 années de suite pour les former et les sensibiliser. Je ne sais pas si ça a révolutionné leur façon de traiter l'information, mais je pense que pour certains d'entre eux, en tout cas, ça a été un début de prise de conscience. Alors, je suis très content de tout ce que j'ai entendu, parce que là, on a fait le bilan de choses qui ont avancé. Et donc, bravo dans chacune de vos rédactions pour ces avancées qui ont été faites. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le chemin qui a été fait, c'est surtout ce qui reste à faire. Parce que, vous en doutez, il reste beaucoup à faire. Il reste plus à faire. Il y a plus devant nous que derrière nous sur ces enjeux climatiques. On a beaucoup parlé de formation, on a beaucoup parlé de sensibilisation. Alors je vais faire ma Valérie Masson-Delmotte qui sur un plateau pose systématiquement une question quiz aux autres panélistes. Alors je vais vous demander, alors Gilles répondra en dernier. Est-ce que vous pouvez, donc Olivier y compris, est-ce que vous pouvez me dire à votre avis quelle était la température sur Terre pendant la dernière ère glaciaire par rapport à aujourd'hui? Combien de degrés d'écart représente une ère glaciaire? Olivier. Je dirais 0,5 à 1. D'accord. Anna? 2. John? Aucune idée. Alors, 1,5, Gilles? Alors c'est étonnant, parce que d'habitude, vous avez plutôt des gens qui donnent des chiffres beaucoup plus élevés, genre une ère glaciaire, il y a de la glace partout, c'est 20 degrés, 50 degrés de moins, etc. Non, la réponse, c'est plutôt 5 degrés. 5 degrés d'écart. Et ce qui veut dire que c'est un chiffre très important, parce que 5 degrés d'écart, ça veut dire qu'avec 5 degrés, c'est pas beaucoup, et 5 degrés, c'est un changement d'air glaciaire, c'est quelque chose d'impressionnant. Et donc 1 degré, on voit déjà les résultats. 5 degrés de plus à l'avenir, c'est quelque chose de monstrueux. C'est un changement d'air climatique. On ne sait même pas quelle tête exactement aura la planète quand elle se sera stabilisée à 5 degrés. Donc, bon, c'était voilà, merci de vous être prêté à ce petit quiz, mais donc c'est aussi pour expliquer que sur ces sujets-là, c'est des sujets techniques, on n'a pas la science infuse, quoi. Il y a un besoin de se sensibiliser, de se former. Alors, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant là sur l'événement auquel on participe en ce moment, Chaud devant, urgence climatique et sanitaire. Alors, moi, ça me parle beaucoup, parce que je fais des liens avec le Covid qui sont les suivants. La crise sanitaire, c'est une crise qui est mondiale, et elle est forcément à traiter au niveau mondial. Le virus ne connaît pas de frontières, on l'a très vite dit quand on a commenté la propagation au début, comme le CO2. Le CO2 ne connaît pas de frontières, vous pouvez les mettre à Paris ou à Djibouti, ça reviendra strictement au même. Ensuite, et alors c'est vraiment global au point que si on essaie de le résoudre localement, genre en se gardant les vaccins pour nous, les pays développés, on pense s'en sortir, et que dalle, parce que là où ils n'ont pas de vaccin, en Inde, au Brésil, au hasard, bah, qu'est-ce qui se passe? Terrain de jeu super pour le virus, il crée des variants, et les variants, on se les reprend dans la figure juste après. Donc, en fait, ça ne marche pas d'essayer de le résoudre localement. Cette crise, cette pandémie, il va falloir la gérer au niveau mondial. C'est une pandémie, comme son nom l'indique, c'est mondial.
Le climat, c'est pareil. On ne le réglera pas en développant des énergies propres que dans les pays développés. Il va aussi falloir aller traiter le sujet partout sur Terre. Alors peut-être que ça démarrera chez nous, évidemment, cette transition, mais on ne pourra pas faire l'économie d'aller aider les pays en développement à se développer sur des bonnes bases, sur des bases propres. Sinon, eux, ils ont encore un peu de charbon sous le pied, et ben, ils vont aller le chercher. Il n'y a pas de raison. Donc ça fait déjà un point commun. L'autre point commun, c'est pour résoudre cette crise, la crise climatique ou la crise sanitaire, dans tous les cas, il va falloir, entre autres, des changements de comportement individuel. Et donc, concrètement, on vous demande, on se lave les mains avec du gel hydroalcoolique, distanciation sociale, confinement, des choses pas drôles. Et il suffit de quelques personnes qui ne jouent pas le jeu pour que ça foute tous les efforts par terre. Le climat, c'est exactement pareil. Quelques personnes qui ne jouent pas le jeu, ils vont prendre tout ce qui reste à cramer comme énergie fossile et on va pas y arriver. Ce qui nous amène aux limites du comportement individuel et qui nécessite du coup de mettre en place des règles du jeu, de changer les règles du jeu pour que les comportements individuels s'alignent sur l'intérêt général. Sinon, on n'y arrivera pas. Là aussi, c'est exactement un peu la même chose entre les deux crises. Il va falloir des choses pas drôles pour régler la crise climatique. De la même façon qu'il a fallu se confiner, puis mettre des masques, puis mettre du gel hydroalcoolique, etc. Puis se faire vacciner, une petite piqûre dans l'épaule, c'est pas très agréable, et avoir un pass sanitaire. Voilà. Donc tout ça, c'est des changements de règles du jeu qui ne sont pas forcément très agréables. Et dès que vous commencez à mettre en place des règles comme ça et qu'elles ne sont pas agréables, et bien là, comme par hasard, tout d'un coup, on se met à écouter les gens qui nous disent « Oui, mais attendez, le vaccin, on n'a pas beaucoup de recul. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de recul, alors je vais attendre un petit peu. » Et donc, on est très vite enclin à écouter les gens qui vont essayer de détourner notre attention de ces sujets-là. Alors, concrètement, ce qui se passe en ce moment avec alors, ce n'est pas les climato-sceptiques ou les climato-deniers. C'est vraiment compliqué de dire les négationnistes du climat en français. Hein. C'est beaucoup trop chargé. Donc, on continue de dire les climato-sceptiques en général. Ou les climato-réalistes pour la nouvelle génération. Donc, de la même façon qu'il y a des climato-sceptiques, bon, il y a des Covid-sceptiques, si vous voulez, ou des gens qui vont colporter énormément d'informations, de fake news sur le vaccin, oui, qui vont jusqu'à la théorie du complot, mais pas que. Enfin, des choses, tout un pan d'arguments entre juste la prudence et puis jusqu'à la théorie du complot, dans lesquels chacun va piocher ce qui lui va pour ne pas se faire vacciner, par exemple, et du coup empêcher qu'on atteigne l'immunité collective. Alors, pourquoi c'est important de regarder ça aujourd'hui sur le Covid? C'est un vrai terrain d'expérience hyper intéressant pour nous préparer à la gestion de la crise climatique. C'est qu'il va se passer, je pense, exactement la même chose avec le climat quand on va réussir, enfin, d'ici quelques mois ou quelques années, j'espère, à passer des lois légèrement contraignantes sur les enjeux climatiques. Ça va forcément passer par c'est moins facile de prendre sa voiture, ça coûte plus cher de prendre l'avion, le prix du gaz augmente. Voilà, il y a 2 jours, il y a eu ça aux infos. Et ça, c'est pas très drôle. Voilà. Et à partir du moment où c'est pas drôle, il va y avoir des gens pour écouter ceux qui ont des trucs à dire, qui tempèrent tout ça. Et il y a un vrai risque d'un retour des climato-sceptiques ou des climato-réalistes. Il y a eu plusieurs générations sur le climato-scepticisme. La première génération, c'était vraiment le déni. Il n'y a pas de réchauffement climatique, ou alors c'est pas la faute de l'homme. En ce moment, c'est plutôt les climato-réalistes qui nous disent oui, bon, d'accord, c'est vrai, il y a un changement climatique, mais c'est pas si grave. Arrêtez de nous proposer des remèdes qui sont pires que le mal. Et donc ça, c'est un petit peu la génération de mauvaise foi. Et puis ensuite, il y a la dernière génération qui nous pend au nez. C'est ceux qui vont nous dire de toute façon, c'est foutu. Voilà. Vraiment la génération des espoirs. Qui vont dire de toute façon voilà, il n'y a plus rien à faire. Et alors c'est les mêmes en général qui sont passés de il n'y a pas de problème à il y a un problème, et puis directement ils sont passés à c'est trop tard, voilà, parce que vous n'avez rien foutu. Donc il y a un vrai enjeu en fait à préparer le terrain de l'opinion publique par rapport à ces fake news qui vont pas manquer de surgir dès qu'on va commencer à vouloir s'attaquer sérieusement aux enjeux climatiques. Donc il y a besoin de préparer l'opinion publique, il y a besoin de préparer une immunité collective contre le climato-scepticisme, et la presse a vraiment un rôle à jouer. Et donc je m'arrête là, mais j'aurai des questions ensuite à vous poser sur
en tant que journaliste sur ces sujets-là. Merci Cédric. Le mieux, c'est que moi j'ai plein de questions aussi à poser, mais le mieux c'est que vous les posiez vous les vôtres. Donc je vais venir dans la salle. Quelqu'un veut le micro? Ouais. Bonjour à toutes et tous, merci pour vos interventions respectives. Cédric, vous venez de parler de... je m'appelle Léo Humbert et je suis étudiant à l'EPJT. Vous venez de parler de changements nécessaires des comportements individuels et de ce fait qu'il suffisait que certains ne se plient pas au jeu pour foutre en l'air tous les autres efforts faits par les autres. Et je voulais juste vous poser une question très simple. Comment les journalistes doivent ou peuvent changer leur comportement individuel pour justement ne pas foutre en l'air tous ceux que font les autres? Merci. Alors, concernant les journalistes, je ne sais pas si on va parler de comportement individuel sur leur vie de tous les jours. Moi, qu'un journaliste prenne l'avion pour aller traiter un sujet correctement, ça ne me pose pas de problème du moment qu'il traite le sujet à la base. Par ailleurs, dans mon activité professionnelle, j'accompagne les entreprises sur la transition climatique et je ne suis pas tellement sur la question de réduire ses propres émissions. C'est certes important. Mais très vite, il faut se poser la question de quel est mon rôle, moi, dans cette transition, globalement, hein, indépendamment de, oui, je vais baisser mes émissions tant que faire se peut. Et donc, j'accompagne des boîtes pour se poser la question, si le monde reste sous les 2 degrés, est-ce que ma stratégie est adaptée? Ce qui est une question vraiment la question qui vient après, pour mettre en place ce qu'il faut, pour que demain, on arrête d'être tous bloqués les uns les autres par nos habitudes d'hier. Voilà. Donc il faut arriver à se projeter dans le monde de demain. Et donc, j'invite vraiment la presse à se poser la question, dans un monde qui reste sous les 2 degrés, quel est votre rôle, en fait? Qu'est-ce qui est nécessaire que vous fassiez pour qu'on y arrive? Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Donc, le changement de comportement individuel des journalistes par rapport à ça, c'est premièrement se former, et deuxièmement, commencer à changer la place du curseur dans le traitement de l'information vers un peu plus de changement climatique. Et du coup, moi, j'avais une question aussi à vous poser. C'est pour préparer ces assises, j'ai parlé à quelques journalistes récemment et tous m'ont dit, dans la presse, il y a un mot tabou, c'est le mot formation. Alors pourquoi? Manque de temps, vous pensez avoir la science infuse, c'est pourquoi on ne peut pas parler de formation? Pas de formation technique sur comment je tiens ma caméra quand je suis un GRI, je parle de formation sur le fond. Pourquoi? C'est un mot tabou. Je ne crois pas que ce soit tabou. Enfin, je sais pas, nous on a un responsable de la formation au sein du groupe qui s'occupe uniquement de ça, qui n'est pas journaliste, hein, qui est aux ressources humaines. Alors c'est vrai que les journalistes n'ont pas toujours beaucoup de temps volontairement à dégager pour se former, mais on a des formations. D'ailleurs, je crois que vous avez travaillé avec Jean-Marc Jancovici, c'est ça? Je me rappelle effectivement de ça. Alors moi, c'était pas à la Bourboule, c'était dans les Alpes qu'il organisait. C'était au début des années 2000, des formations à Combloux, exactement. J'y suis allé une fois, donc c'était aussi une façon de se former. Voilà. Après, c'est vrai qu'on part pas sur des formations de 2-3 mois. Ça, c'est très rare. Qu'on fasse des formations de quelques jours régulièrement, oui, il y en a. Après, ça pose la question aussi de la formation scientifique des journalistes, mais ça, c'est une question qu'on abordera peut-être plus tard. Mais tabou, je trouve que c'est un gros mot, en tout cas un grand mot pour la réalité. Ouais. Bon. Et pour répondre à la question répondre indirectement à la question de monsieur, la question du comportement individuel des journalistes, je pense que c'est un peu le thème de la table ronde d'après, donc on ne va pas trop déflorer. Mais évidemment, quand vous traitez des changements climatiques ou pas d'ailleurs, du changement climatique et de toutes ces questions-là, vous vous posez la question de votre propre comportement. Mais là, on devient presque un citoyen et on change ses propres pratiques en fonction de ce à quoi on croit et ce qu'on croit être nécessaire et utile. Après, dans la pratique des journalistes au sein d'une rédaction, émission de CO2, voyage, reportage, ça sera plus le débat suivant. Mais évidemment qu'au sein des rédactions, on a ces réflexions-là à différents degrés en fonction des rédactions, mais c'est quelque chose qui est effectivement dans l'air du temps. Quand Libération a interviewé Greta Thunberg, elle a demandé à ce que la journaliste ne vienne pas en avion. Donc elle a fait 24 heures de train pour aller la voir. Ouais, juste pour compléter, oui, je suis assez d'accord. Nous, on a un service formation aussi, et c'est vrai que c'est surtout sur des questions plutôt techniques, c'est des questions formation juridique, des aspects de questions juridiques, etc. Et techniques, ce genre de choses. C'est vrai que l'aspect temps est primordial, je pense. Et on travaille tous dans les rédactions qui sont vraiment sous pression et dégager le temps pour faire, c'est vraiment mais c'est une très bonne question. Mais pour vous répondre,
je pense qu'en tant que journaliste, ce qu'on peut faire, et rédaction et médias, je pense que l'essentiel, c'est que les gens ont besoin de comprendre. Et pour qu'ils puissent comprendre, c'est à nous, c'est notre travail journalistique de fournir cette clarté et de travailler avec précision et avec justesse et de faire en sorte qu'ils ont les gens ils ont l'information dont ils ont besoin et qu'on écrit avec vraiment soigneusement et qu'on ne dit pas de bêtises et qu'on ne fait pas d'erreurs. Sur les grandes questions comme la crise climatique, la responsabilité journalistique, pour moi, elle est là. Anna? Oui, je suis d'accord avec John. Mais aussi pour votre question, moi, je pense au fait que les journalistes ont mis, à mon avis, ont mis trop d'accent sur justement le comportement individuel de tout le monde, plein de guides verts, faites comme ci, faites comme ça, pour réduire le taux. L'impact carbone. Merci. Il faut davantage mettre l'accent sur les politiciens, les institutions globales, nationales, je pense, à mon avis. Pour la formation, en Suède, je sais au moins une grande rédaction qui a envoyé tous ses journalistes en formation du climat, enfin sur le climat, justement, pour améliorer la qualité c'est un journal du soir en plus, donc commercial, Expressen. Il faudrait le regarder de plus près. Sur la formation, c'est vrai que dans ma propre expérience des entreprises de presse, c'est pas forcément ce qui est le plus poussé par la rédaction. Par contre, je vais faire un peu la retape pour ma boutique. Moi, je suis membre de l'association des journalistes scientifiques et on organise, alors c'est pas des formations au sens propre, mais on organise des visites de laboratoire. On organise des petits déjeuners avec des chercheurs sur des thèmes qu'on définit à l'avance comme étant des thèmes sur lesquels la recherche avance suffisamment vite pour que nous, journalistes scientifiques, on ait besoin d'avoir un échange informel et sans écriture de papier derrière, juste pour se remettre à jour. Et là, on a 10 journalistes avec 2 chercheurs spécialisés d'un domaine pendant 1h30 autour d'un petit déjeuner dans une brasserie parisienne. Très sympa. Venez. Et ça me... Par contre, je voulais vous faire réagir le reste du panel sur ce qu'a dit Cédric avant. Finalement, dans tout ce que vous avez présenté, il y a un peu l'historique, le journalisme environnement de ces 10 dernières années. Le thème, c'est des médias zéro carbone, est-ce possible ? J'ai ressenti un décalage aussi entre vos interventions et le thème, et finalement, il y a un peu le côté, est-ce qu'on en fait assez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Cédric ? C'est-à-dire que ce que vous avez présenté qui est derrière nous, c'est finalement une faible part par rapport à ce qui est devant nous et ce qu'il faut faire. Donc est-ce qu'en fait on est au niveau éditorialement de l'urgence ? Alors déjà, par rapport au thème, moi j'ai toujours un peu de mal avec ce genre de formulation parce que le média zéro carbone, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on est incapable de faire zéro carbone. On est imprimé, on a des serveurs qui permettent justement d'avoir accès à notre information. Donc on n'est pas du tout sur une trajectoire. On se rapproche du zéro carbone, mais on en est très très très, très loin. Donc le zéro carbone aujourd'hui, c'est ne rien faire. Donc c'est un peu pour ça que cette formulation, moi, me gêne un petit peu. Mais après, on est très loin du compte, effectivement, parce que, comme le disait John, il y a tout un travail à faire qui permette effectivement d'éclairer les citoyens. Notre but, c'est pas d'imposer à nos lecteurs des jugements tout faits, des informations prédigérées et de les amener à tirer telle ou telle conclusion. Notre boulot, c'est de leur donner tous les moyens pour comprendre la situation dans ses différents tenants et aboutissants et se décider comme citoyen ou citoyenne par rapport à une situation donnée. Après, s'ils décident d'adopter des comportements vertueux, c'est à eux de le décider, c'est pas à nous de le décider pour eux. Et donc, voilà, nous, on est là pour leur donner tous les éléments, je pense, d'information, en tout cas le maximum d'éléments d'information pour prendre leurs décisions, et quelle qu'elle soit. Après, c'est de l'ordre de la décision individuelle. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a quand même, effectivement, par rapport à la situation qu'on décrivait, qui remonte maintenant à pas mal de temps, il y a eu des grands progrès qui ont été faits, mais il y a encore, effectivement,
un énorme travail d'information, d'éducation, qui va aussi, comme le disait John par exemple, par des démarches autour de la sémantique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on n'a pas tellement travaillé, par exemple, sur le questionnement des mots qu'on utilise, même s'ils ont évolué effectivement très clairement par rapport à il y a 10 ou 20 ans. Oui, moi aussi, je pense qu'il faut faire plus, même si ça va mieux maintenant. Ce qui manque surtout, à mon avis, c'est les enquêtes, le journalisme investigateur dans ce domaine et le journalisme politique, comme je disais avant. Et je complète, excuse-moi John, il y a un point sur lequel on est souvent pris à partie par nos lecteurs, c'est le côté anxiogène. Alors c'est vrai qu'avec le Covid, ils ont été bien servis, mais en même temps c'était difficile de faire quelque chose de très positif autour du Covid, en tout cas les premiers mois. Et c'est vrai qu'il y a toute cette question du journalisme de solution, du journalisme positif, il a différents noms, et c'est quelque chose qu'on fait encore de façon sans doute trop ponctuelle, et qui n'est pas rentré vraiment dans les habitudes, en tout cas pour des médias comme nous, de montrer aussi les solutions pour s'en sortir, aller dans le positif et pas seulement dans l'alerte. Oui, juste pour... Oui, pardon. Non, je suis évidemment d'accord avec ce qui a été dit. Bien sûr qu'on ne fait pas assez. Encore, mais je pense qu'on fait de plus en plus et qu'on va, voilà, ça va aller en s'améliorant, je pense. Mais encore une fois, juste pour souligner, je pense qu'il y a un élément aussi qui est vraiment crucial dans tout ce débat, c'est que les lecteurs, le public, aient confiance dans les informations qu'on leur donne. Et je pense que c'est un équilibre extrêmement difficile à trouver. Mais je pense que si on va trop vite, si on déborde trop, et on commence à créer l'impression qu'on est des militants ou qu'on est des... l'essentiel, vraiment le cœur du débat, c'est que nous, on donne des informations justes et qu'on fait tout ce qu'on peut pour que les publics ont confiance dans ces informations. Donc, voilà, nos comportements de journalistes doivent être gouvernés, je pense, par ça. Je voudrais juste compléter, parce que je me pose une question en vous écoutant, puis excusez-moi, on vous a coupé la parole 2 fois. On dit, parce que vous nous posez la question, est-ce que vous en faites assez? Alors on dit non, on n'en fait pas assez, parce qu'on ne peut pas dire le contraire. On ne va pas dire oui, on en fait déjà trop. Surtout ici, où le sujet est le zéro carbone. Mais en même temps, on ne peut pas ne faire que ça dans nos médias. Si on ne fait que parler d'urgence climatique, du Covid, on va rendre les gens neurasthéniques, ils vont arrêter de nous lire de toute façon. Voilà, la vie, ce n'est pas que ça. La vie, c'est aussi la culture, c'est aussi le sport, c'est aussi des sujets de l'éducation. Et voilà, donc nos journaux, on est dans des écosystèmes où il faut qu'on trouve un équilibre entre le traitement de l'urgence climatique, du Covid, des problèmes des ressources, mais on ne peut pas ne parler que de ça et en faire tellement qu'on finirait par devenir, je veux dire, une sorte de journal qui de facto devient militant parce qu'il ne parle plus que d'un sujet. Alors globalement, dans l'ensemble des médias, on peut se poser la question. Là, vous avez des médias qui sont relativement concernés, très concernés par ces thématiques-là, ne serait-ce que Le Guardian ou Le Monde, mais il y a évidemment des journaux qui sont beaucoup moins présents sur ces thématiques-là que nous. Mais voilà, il faut aussi garder le sens des réalités. Et puis, nos lecteurs n'ont pas envie qu'on ne leur parle que de Covid et de l'urgence climatique. Ils ont envie qu'on leur parle aussi de choses plus agréables. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Bonjour, je m'appelle Juliette et je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit Anna. Il faut plus d'investigation. Moi, je vois un champ d'investigation encore quasiment vierge pour les journalistes qui est de démasquer factuellement et scientifiquement le greenwashing des entreprises et des États. Aujourd'hui, c'est un boulot qui est très peu pris par la presse. En revanche, et c'est très bien, il a été pris en main par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Il y a des comptes qui sont spécialisés là-dedans, que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn, surtout sur ces deux réseaux sociaux. Mais on aimerait beaucoup voir ça dans la presse. Et ma question est, est-ce que c'est parce que ça poserait des problèmes avec la régie publicitaire ? C'est une question intéressante. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites sur ce besoin. On voit justement exactement ce genre d'investigation en Suède en ce moment dans les grands journaux.
on voit aussi dans le même journal une discussion sur les publicitaires. Quel genre de pub est-ce qu'on va accepter, comme The Guardian fait la même chose. Donc ma réponse peut être naïve, mais je pense que non, quand même. Je pense que c'est plutôt il faut commencer à le faire. Il y a un manque de ce genre d'investigation parce que, bon, on l'a pas commencé encore, mais on va le faire. Moi, ouais, à mon avis. Non, c'est évidemment une très bonne question. Je pense que nous, oui, nous, notre service, comme j'avais dit au début, le service éco travaille avec le service environnement pour faire un peu de ce travail, sans doute pas assez. Je ne pense pas que ça a énormément à voir avec les recettes publicitaires. De toute façon, pour un journal comme nous, le journal papier représente tellement peu maintenant dans nos revenus. Et les revenus publicitaires sur Internet sont maintenant dépassés par les dons et les donations des lecteurs. On a un modèle économique, pour ceux qui ne savent pas, on a un modèle un peu différent. On n'a pas de péage du tout. Le site du Guardian est gratuit pour tout le monde. Par contre, si vous êtes lecteur du Guardian, vous aurez sans doute vu monter les petites annonces en jaune qui vous dit on voit que vous avez lu 353 articles ce mois. Si vous êtes tenté de nous aider, cliquez ici. Et voilà, on a maintenant plus d'1 million de gens qui nous donnent régulièrement de l'argent. Merci. Et ça a dépassé, l'année dernière, ça a dépassé les recettes publicitaires numériques. Donc, je ne pense pas que c'est une question uniquement... Oui. Oui, alors effectivement, chez nous aussi, la publicité pèse de moins en moins. Elle pèse encore pour 22% du chiffre d'affaires du monde, mais ça baisse année après année. Non, alors notre régie publicitaire a l'habitude de gérer ses clients qui ne sont pas contents des contenus qu'ils ont trouvés dans le monde. Donc ça, on est complètement indépendants les uns des autres. Ne serait-ce par exemple que le Dieselgate, qu'on a couvert largement. Évidemment, Volkswagen et d'autres marques n'étaient pas très contentes de ce qu'on a fait, mais bon, ils ont suspendu leur pub pendant quelques mois et puis ils sont revenus plus tard. On a l'habitude de ça et ça ne changera rien au fonctionnement des journalistes et de la rédaction. Voilà, après, par exemple, sur tout ce qui est événementiel, nous, quand on travaille avec des entreprises qui sont partenaires d'un événement, la rédaction a un droit de regard. C'est-à-dire qu'on peut décider que telle entreprise, on ne peut pas travailler avec elle sur tel ou tel événement parce qu'on considère que c'est du greenwashing. Donc il y a une vraie distinction entre l'éditorial et le publicitaire qui est vraie au monde, qui est effectivement, je ne voudrais pas dire que le monde c'est le modèle absolu, pas du tout, mais évidemment il y a des médias où cette distinction est beaucoup moins affirmée, quoi. Moi, je vais élargir encore la question de Juliette à la pub de manière générale. Ce n'est pas juste la pub pour les voitures, pour le pétrole, pour je ne sais pas quoi. Parce que, en fait, dans un monde qui décide de rester sous les 2 degrés, si on veut sortir du modèle consumériste dans lequel on est, où forcément il faut que tout le monde ait un boulot, donc il faut produire des choses et après il faut absolument les vendre, donc on fait de la pub. Un monde dans lequel, d'ailleurs, à peu près la moitié de l'ensemble de l'économie sert à vendre ce que l'autre moitié a produit. Il y a une aberration totale, il y a une gabegie énergétique monstrueuse derrière cette fuite en avant, ce besoin de vendre ce qu'on a produit parce qu'il fallait donner du boulot aux gens et des dividendes aux actionnaires. Donc c'est le modèle de la pub dans son ensemble sur lequel il faut réfléchir. Donc du coup, ça pose la question pour les journaux de comment est-ce qu'ils arrivent à vivre. Et c'est pas facile. Il y a l'abonnement, il y a les dons, et ça, c'est des questions. Là, pour le coup, je suis très heureux d'apprendre que vous commencez à avoir un business model qui s'assainit au Guardian. C'est des questions très compliquées parce que l'abonnement, on le met à quel prix ? Moi, par exemple, Le Monde ou les autres journaux qui sont en ligne, 10 € par mois.
je suis pas prêt de franchir le pas. Je préférerais payer 1 euro par article, même si à la fin je paye 15 euros dans le mois. Je préférerais payer à l'usage. Ou alors faire comme le Guardian, comme ce que je fais quand je consomme des vidéos des youtubeurs, c'est-à-dire qu'à la fin je vais sur Tipeee et je les remercie. C'est sur la base du volontariat. N'empêche que c'est vraiment proportionnel à la valeur ajoutée que j'en ai tirée. Et quand il y a une vraie valeur ajoutée qui est là, même si on ne capte qu'un dixième de cette valeur ajoutée par les dons des gens qui ont bien voulu dire moi je paye, c'est déjà énorme, parce qu'après on paye en fonction de ses moyens. Moi, ce que je vais donner à des tipeurs, c'est... Pardon, je suis un peu trop long. On dérive encore un peu vers le thème de l'atelier d'après. De l'atelier d'après sur alors du coup je vais y assister. Je poserai mes questions. Parce que là c'est la responsabilité des journalistes, donc plutôt l'angle éditorial. L'atelier d'après c'est la responsabilité des entreprises de presse. Donc voilà, on dérive un peu, et en plus j'ai plein de questions. Allons-y. Oui, bonjour. Ça marche pas. Si. Bonjour, donc je suis Isabelle Borde, je suis journaliste à Ouest France, moi. Et je vois deux difficultés par rapport à notre responsabilité. C'est-à-dire que même en étant très très convaincu, même en étant récemment informé, alerté, c'est-à-dire avec la notion des enjeux, non seulement des enjeux, ça va, mais aussi des ordres de grandeur, des causalités, etc. Il y a deux freins, à mon avis, essentiels. Donc, il y a l'histoire de la formation. Mais la formation, il faut comprendre que les journalistes ne décident pas tout seuls de se former. Moi, je rêverais d'avoir 3 mois de formation. Mais soit c'est des démarches individuelles qui sont très, très longues à obtenir quand on est en entreprise, soit ça dépend d'un plan de formation qui est décidé par nos directeurs et qui n'ont pas forcément décidé de mettre cet accent là-dessus. Donc c'est très compliqué, ça fait même partie des sujets du dialogue social, enfin des discussions avec les syndicats, donc c'est vraiment difficile à obtenir. Et il y a un autre frein qui, à mon avis, est énorme et qu'on ne mesure pas assez, c'est qu'en fait, on parle, dès qu'on a compris les ordres de grandeur, en fait, il faut parler de politique. Voilà. Et là, ça devient super compliqué, parce que là, ça devient, entre guillemets, partisan. Voilà. Et donc, au-delà et bien sûr, il y a le problème que la classe des journalistes politiques français, je suis à la fois solidaire, je comprends, j'imagine qu'ils ont des tas de bonnes raisons pour fonctionner un peu, si je généralise, un peu de la même manière, mais les journalistes français politiques ne sont pas complètement satisfaisants pour moi, par exemple, lectrice qui suis intéressée par ça. Il me semble qu'il y a on est toujours dans une espèce de ronronnement, on ne se met pas assez à distance du système, etc. Mais sûrement qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Enfin bon, voilà. Et là, il y a un vrai problème, en fait, parce que très vite, quand on parle climat, il faut parler de politique. Et là, il y a je sais plus ce que je veux dire. C'est un peu la sortie du sujet environnement dans les sujets politiques. Comment ça se passe? Est-ce que les journalistes politiques le font suffisamment dans vos rédactions ou les rédactions que vous avez étudiées? Est-ce que quand on parle d'un projet politique, l'angle environnement est au premier rang des questions qu'on pose? Pas forcément. Vous le voyez bien. Vous le voyez bien. Mais parce que les médias sont aussi le reflet de la société, même si l'urgence climatique est un des sujets aujourd'hui qu'on pousse le plus. Il y en a bien d'autres. Et donc, surtout, effectivement, avec cette année un peu particulière qu'on vient de vivre. Et le débat politique, c'est lui qui dicte son agenda. Donc, si l'urgence climatique est au premier rang du débat qui nous attend pour les mois qui viennent en vue des présidentielles, on en fera beaucoup. S'il passe au deuxième rang derrière d'autres questions, que ce soit l'immigration, les libertés individuelles, j'en sais rien, c'est pas nous qui dictons le débat politique. Nous sommes des médias, nous sommes des journalistes. Et donc, on peut avoir une certaine influence en poussant nos questions, mais ce n'est qu'une influence qui reste très partielle. Donc, si le débat politique au moment de l'élection présidentielle est axé sur les questions d'immigration et de liberté individuelle, on traitera d'immigration et de liberté individuelle. On pourra toujours faire des éditos pour dire l'urgence climatique est passée au second plan, c'est dommage, mais ça s'arrêtera là. Oui, pas grand-chose à ajouter à ça, en fait. Oui, c'est vrai, tant que les politiques ne prennent pas le problème au sérieux. Moi, je regarde de l'autre côté de la Manche, de mon gouvernement, les préparations pour le COP.
veux dire, ça risque vraiment. Tant qu'on a un Premier ministre qui est convaincu que, comme il a fait toute sa vie, avec son esprit et ses blagues, il peut sortir à nos derniers moments, comme d'habitude, je ne sais pas vraiment. Par contre, je pense qu'il y a... ça deviendra, de façon quasi mécanique, un sujet de plus en plus politique et important politiquement. Ne serait-ce parce que c'est une chose qu'on n'a pas relevée, mais je pense, personnellement, je suis convaincu, par exemple, que le prochain grand champ de bataille des populistes, un peu partout en Europe, ça va être l'environnement. Ça va être, ils vont faire une transition vraiment sans aucun problème de l'immigration comme étant leur première lutte, les pauvres gens qu'on fait souffrir et qu'on sacrifie au nom de l'environnement. Et ça, on voit déjà ça commencer un peu partout en Europe. Et pour moi, c'est un développement quasi automatique. On a vu les débuts avec les Gilets jaunes, etc. Et ça va être récupéré. Ce genre de sentiment va être récupéré et voilà. Ça va devenir le grand sujet des populistes d'extrême droite et d'extrême gauche, je pense. Bonjour, moi je suis Olivier Abalin, je travaille à l'ESJ Lille où je m'occupe du master climat et médias qui a formé cette année 25 journalistes et 25 autres intermédiaires au traitement des thématiques climatiques et de biodiversité d'une façon générale. C'est pas pour vendre ma soupe que je prends la parole, c'est juste pour indiquer qu'à mon avis, la question, les journalistes peuvent pas, ou les rédactions peuvent pas se dire effectivement que la question de la formation, c'est que les journalistes individuellement. Et j'ai l'impression que ce qui fonctionne, c'est une politique d'ensemble. Et c'est pas que former quelqu'un sur un an. Ça peut être effectivement 3 jours, comme Monsieur Hancock en a parlé. Ça peut être quelque chose de diplômant ou de certifiant de 2 semaines. Ça peut être une université d'été, comme Ouest France en organise pour ses journalistes autour de la thématique de la mer, notamment. Il y a plein de façons possibles pour introduire une culture de l'environnement et du changement climatique dans les rédactions. Et à ce moment-là, on peut attendre des journalistes qu'ils soient quand même un peu plus proactifs plutôt que de renvoyer la balle vers les politiques en disant « Ah oui, mais si les politiques s'en saisissent pas, pardon, monsieur Van Cott, on pourra pas le faire. » Moi, j'ai le souvenir, c'était il y a un mois, le dimanche matin, il y a une émission sur France Info qui présente... qui donne un peu table ouverte aux éditorialistes de la presse régionale. Et on sortait d'un épisode d'incendie assez violent en Provence qui accompagnait quasiment la sortie du premier chapitre du 6e rapport du GIEC. Et donc la question du journaliste de France Info, c'était de dire alors, messieurs, est-ce que vous pensez qu'en Provence, la question de l'environnement, du changement climatique sera à l'agenda cette année présidentielle? Est-ce qu'on veut en parler davantage? Et la réponse des 2 journalistes, je leur en veux pas. Je pense que c'est un manque de culture, tout simplement. Et puis moi, j'aurais certainement fait la même chose il y a quelques années. La réponse était oui, évidemment, on va en parler, mais pour que les thématiques écologistes soient crédibles, il va falloir que les écologistes se prononcent sur l'immigration et sur la sécurité. Sinon, ils ne seront pas crédibles, on ne les entendra pas. S'en est suivi 5 minutes de débat sur l'immigration. C'était fascinant. Donc je pense que c'est l'illustration qu'il faut quand même qu'on acquiert cette culture et qu'il y a plein de façons de l'acquérir. Dernière remarque, c'est que ça fonctionne vraiment quand ce sont les employeurs eux-mêmes qui se saisissent de la question. Ouest France est assez en pointe là-dessus. Ils ont su former leurs journalistes dans un plan massif, dans les hebdos par exemple, au numérique, alors que les hebdos étaient très en retard. Ils les ont tous formés au numérique. C'est possible aussi de le faire sur le climat, je pense. Je ne sais pas si c'était une question. Anna, vous voulez non, rebondir? mais je suis d'accord qu'il faut que ça vienne de la part des chefs de rédaction. Quand on a un rédacteur en chef qui est engagé, ça fait tout l'échange. Enfin, il faut que ça et en fait, derrière cette question, il y a aussi un peu est-ce que c'est possible de traiter l'environnement y compris au niveau politique, sans être engagé pour les Verts, et comment on fait aussi pour avoir un service politique qui se saisit de ces questions, ou alors
Enfin, est-ce qu'on est un peu pris dans cet engrenage-là? Je ne sais pas comment vous le voyez, vous. Oui. Ouais, je peux parler que, je pense, pour mon... Moi, ce que je peux dire pour mon journal, c'est que j'ai vu la différence d'une rédaction chef qui est arrivée avec équipe, parce que nous, on a des élections pour rédacteur en chef, etc. Et ça faisait vraiment une grande partie avec la diversité au sein de la rédaction. C'était ces deux grands... et elle a réussi à transformer, comme j'avais dit dans ma présentation initiale, on est tous maintenant, on a tous l'idée, je pense, tous les journalistes au Guardian, on a l'idée, il faut chercher l'angle environnement, dans tout ce qu'on fait. Donc je pense que c'est, je dis pas qu'on réussit tout le temps, mais c'est vrai que ça, s'il y a vraiment une impulsion très forte dans nous, ça, oui, ça, évidemment, ça va changer des choses. Ouais, je veux bien compléter. Et j'ai entendu, à travers l'exemple que vous avez cité, des journalistes qui réagissent en disant je vais m'aligner sur ce qui est... en gros, est-ce que l'environnement, c'est dans l'air du temps? Est-ce que c'est un sujet? Voilà. La question est de savoir si vous décidez d'en faire un sujet. Vous servez à quelque chose ou pas, les journalistes? Vous ne subissez pas le fait que quelque chose est devenu un sujet. Vous en êtes aussi acteur. Sinon, ça sert à quoi qu'on fasse les exercices du journalisme? Si ce n'est pas un peu pour se poser la question de notre rôle, de notre responsabilité, de vers quoi on veut aller. Le futur n'est pas ce qui va advenir, c'est ce qu'on va faire. Et vous avez un petit rôle à jouer dans l'élaboration du futur, un rôle même assez majeur. Donc c'est comme ça qu'il faut poser la question, pas moi je regarde ce qui se passe et puis j'acte. Donc si les politiques ne se saisissent pas des enjeux climatiques, c'est à vous d'aller systématiquement leur poser des questions, puisque si vous estimez que c'est important, et vous êtes légitime à aller les chercher sur ce terrain-là, et puis s'ils y connaissent rien et s'ils ont des propositions au ras des pâquerettes, et ben au moins ça va se voir. Voilà. Moi, je ne crois pas que ce soit les médias qui imposent leurs thématiques. Je pense que c'est la poule et l'œuf. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Voilà, on amplifie des thématiques qui émergent dans la société, mais c'est pas nous qui les créons, certainement pas. Après, c'est un débat qui pourrait être très long. Après, si la question c'est de savoir si le Monde si je prends l'exemple du Monde, va se prononcer pour Jadot au premier tour des présidentielles, je peux quasiment vous dire que non. On n'a pas de prise de position au premier tour. Si c'est à nos lecteurs de décider pour qui ils vont voter, s'ils considèrent que l'écologie... Non, mais si, par rapport à la prise de politique. Oui, voilà. Et voilà, après, il y a des choses, évidemment, s'il y a un deuxième tour avec Marine Le Pen, on appellera à voter pour le candidat qui est opposé à Marine Le Pen. On a toujours fait. Mais on n'est pas, effectivement, on n'est pas militant d'une écologie politique. On pose ces questions-là. Je pense qu'on est proactif. Je pense que, même si je disais, effectivement, que si les débats se portent sur d'autres thématiques, on sera obligé de suivre d'une certaine façon. On pourra toujours essayer de rajouter, de remettre de l'environnement dans le débat et de l'urgence climatique. C'est pas nous, même si on est Le Monde avec une marque relativement prestigieuse, c'est pas nous qui décidons de l'agenda politique. Mais encore une fois, effectivement, il faut labourer en permanence, et même parmi nos journalistes, il faut quand même avoir conscience qu'on est des rédactions qui ont une grande sensibilité à ces sujets-là, parce que sociologiquement, déjà, ce sont des rédactions qui sont plutôt orientées à gauche, plutôt centre-gauche, avec une grande sensibilité à ces sujets environnementaux et climatiques. Mais à part côté de ça, il y a une énorme diversité au sein des rédactions et des gens qui ont des perceptions différentes. Et on n'a pas il n'y a pas un bloc qui impose ses conceptions. Si vous regardez les éditos du Monde sur les OGM, sur les énergies nucléaires ces dernières années, vous voyez qu'il n'y a pas une ligne claire qui se dégage. Il y a parfois même plusieurs lignes qui peuvent s'exprimer à tour de rôle. Bonjour, vous m'entendez ou pas? Oui. Je m'appelle Lucille Vessier, je suis de formation scientifique et aujourd'hui je suis journaliste sur vraiment le microcosme de la recherche, on va dire. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est les propos de Cédric Ringerbach sur un peu la partie prospective de comment on prépare le futur et éventuellement, vous avez parlé d'immunité face au complotisme et à tout ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant de faire le parallèle avec la crise de la Covid, parce que je pense qu'il va
peut-être y avoir un transfert en fait de gens qui sont voilà qui croient à ces théories complotistes et qui vont partir sur des théories climato-sceptiques. Et est-ce que la solution vers un monde zéro carbone, si on veut vraiment voir les choses de manière globale, ce ne serait pas aussi d'aller chercher ces personnes-là qui sont qui sont plus voilà, qui vont croire à ces théories, à prendre un aspect peut-être social, sociologique, et aller parler à ces lecteurs-là qui sont peut-être pas les lecteurs naturels du monde. Enfin, je pense pas que... Parce qu'il y a aussi un peu une scission qui se fait dans la société entre les gens qui lisent les médias, les journaux, et ceux qui les lisent pas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un devoir d'aller chercher des gens pour... je veux pas dire pour les éduquer, mais enfin, voilà, pour les informer, voilà, des lecteurs qui sont pas les lecteurs naturels. Pour aller vers ce but de... voilà, tous lutter ensemble contre le changement climatique. Oui, vous avez tout à fait raison. En tout cas, il y a un combat à mener. Ça, c'est clair qu'il ne faut pas baisser les bras et de se dire les complotistes, ils sont perdus, on les laisse dans les réseaux sociaux, dans leur maelstrom. Il y a un combat à mener. Il faut que nous, on soit sûrs de nos valeurs et de ce qu'on défend. Et je pense qu'on l'est relativement. Mais c'est très compliqué. Vous savez qu'aller discuter qu'un complotiste, c'est quasiment impossible, puisqu'on fait partie, nous, médias, du complot. Donc, quelle est notre légitimité pour cette personne-là? Elle est quasiment nulle. Voilà, mais c'est effectivement un combat qui est à mener à travers des actions d'éducation aux médias, à l'information. Nous, on va maintenant beaucoup dans les écoles, collèges, lycées. On organise des événements et on essaye... Enfin, le sujet, c'est de restaurer la confiance dans les médias et dans l'information. Si les complotistes sont devenus complotistes, c'est pas aussi parce qu'ils n'ont plus confiance en nous. Et dans les élites, mais on est assimilés aux élites, nous les journalistes, donc c'est comme ça. Donc il y a un combat à mener pour regagner cette confiance. Ça va pas être rapide, hein, ça va être long. Tout le monde ne reviendra pas dans le camp de la... je sais pas ce qu'il faut dire, le camp du vrai. Non, il n'y a pas de vrai, donc c'est pas le bon mot. Mais voilà, donc nous, on croit vraiment très fort à une information de qualité. Et voilà, nous, les chiffres qu'on a les abonnés qui nous rejoignent depuis ces dernières années, ça nous donne plutôt confiance. On n'a pas autant de membres que le Guardian, qui est quand même maintenant un titre international de dimension vraiment mondiale, globale. Mais on a de plus en plus de gens. On a 1,5 million d'abonnés aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont confiance dans ce qu'on fait. Et ça continue de monter. Et donc, voilà, je pense que pour nous, la solution, c'est continuer à faire notre journalisme le mieux possible. Et c'est comme ça qu'on ira récupérer petit à petit voilà, des gens qui nous ont un peu, qui sont partis sur d'autres choses. On peut avoir le point de vue d'Anna sur la Suède là-dessus? Oui, une petite façon de le faire peut-être, c'est de faire comme le plus grand journal suédois qui a ouvert son site temporairement avant les élections, pendant le Covid, justement pour... c'est pas dit que c'est pour cibler les complotistes, mais c'est pour faire accéder à l'information neutre, journalistique à tout le monde. C'est une initiative. Il est gratuit aussi? Oui, il est gratuit pendant quelques mois, 6 mois peut-être. Et en fait, ça fait monter leurs abonnés. En plus. Oui, moi je pense que oui, même si Gilles dit il y a avec raison, évidemment il y a une lutte, il y a une bataille à mener, mais je pense que pour beaucoup des complotistes d'aujourd'hui, on a tous discuté un peu avec et je veux dire, on peut pas les faits et la raison ne pèsent pas contre la croyance. C'est ça en gros le problème. Et les gens, aujourd'hui, on voit les présentateurs de talk show à la radio aux États-Unis qui nient l'existence du Covid ou qui prêchent contre le vaccin, etc. Et les présentateurs meurent du Covid et les auditeurs continuent de refuser le vaccin et de nier etc. Je veux dire, quand on croit, il y a les faits, la raison ne pèse pas contre ça. Mais par contre, c'est ça, c'est là, c'est vraiment essentiel. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire avec les générations futures. C'est dans les écoles qu'il faut commencer, avec une formation de compréhension des médias, de permettre aux gens de faire la part entre
les fake news et les non-fake news. J'ai fait un reportage, encore une fois avant le Covid, mais donc il y a 2 ans, en Finlande. Je recommande à tout le monde de regarder ce que fait le système scolaire en Finlande. Sans doute aussi, non mais c'est remarquable. Il commence dès l'école primaire à enseigner comment, vérifier. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que nous, on a grandi, de toute façon, ma génération, moi j'ai grandi, j'allais chercher l'information. Il fallait que j'achète un journal, il fallait que j'allume la télé, etc., la radio. Les jeunes d'aujourd'hui, l'information arrive sur eux, via les réseaux sociaux, et ce n'est pas une sélection d'informations fiables. Je veux dire, c'est même pas, je veux dire, c'est sélectionné pour eux par un algorithme en fonction de ce que leurs amis ont aimé. Et c'est pas une façon de recevoir de l'information. Et en Finlande, ils font un travail vraiment extraordinaire sur, voilà, faut chercher, faut vérifier, faut regarder tout. Etc. Et c'est là où il faut commencer, je pense. Ouais, je vais répondre à la question en disant que l'immunité collective, ça ne consiste pas à avoir 100% de la population qui est vaccinée. Alors sur le Covid, on était à 60 avec la souche d'origine, on est à 80. Il faut maintenant atteindre 90% de vaccinés pour avoir une immunité collective avec le nouveau variant. Pas de bol. Sur le climat, je ne sais pas combien il faut atteindre, mais c'est clairement pas 100%, et donc c'est pas la peine d'aller perdre du temps avec ceux qui ne veulent pas croire, parce que quand ils veulent pas croire, on ne les convaincra pas. C'est tous les autres à qui il faut s'adresser. Donc ce qui est fait avec les jeunes dans les écoles, c'est très important, non pas parce qu'ils seront plus tard aux manettes du pays. Quand ils seront aux manettes du pays, il sera bien trop tard. Mais parce que ils vont ensuite diffuser, ils font partie de l'opinion publique. Ils vont eux-mêmes peut-être éduquer leurs parents sur ces enjeux, ou sur une méthode intellectuelle pour savoir faire le tri dans les informations qui nous arrivent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'adresser à tout le monde, plutôt le ventre mou de ceux qui n'ont pas encore d'opinion, qui n'ont pas encore basculé dans le climato-scepticisme et qui ne sont pas non plus du côté des ultra-militants qui ont tout compris, mais tous ceux qui sont entre les deux, qui ne se sont pas encore intéressés au sujet, qui n'ont pas encore un avis, il faut leur donner une information fiable, d'une culture solide pour atteindre cette immunité collective. On n'a plus que 3 minutes, donc je vais prendre encore une question. Oui, merci. Ouais, justement, j'allais rebondir précisément sur ça, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec le fait que les journalistes ne font pas du tout l'information parce que, je sais pas, moi, très récemment, il y a eu une de Causeur absolument provocante. Et on en a parlé pendant 2 semaines dans tous les médias, tout le monde réinterrogeait chaque personne et après on tourne en boucle sur ce genre de polémique. Donc d'une certaine manière, s'il y a la même chose qui se fait en face, mais sur d'autres thématiques, entre autres le climat, sans être dans la fausse information, mais en tout cas dans des choses un peu plus engagées ou du moins qui sortent un peu du quotidien, bah en fait on va pouvoir essayer d'aller toucher des nouvelles personnes et créer l'information d'une autre manière. Et du coup la question c'est comment on va chercher ces publics-là. Hier on avait une table ronde sur les médias et la jeunesse disant que voilà, les jeunes ne lisent plus les médias classiques, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une remise en question de la part des médias traditionnels sur la manière dont on diffuse l'information, plutôt que de dire voilà, on va essayer de continuer à faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire de façon neutre, classique, etc. Est-ce que finalement on finit pas par parler à un public de convaincus et du coup on va arrêter de leur parler de climat parce que c'est bon, ils savent déjà tout? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur la manière dont on traite ces sujets-là, c'est-à-dire parler tout à l'heure du journalisme de solution, pourquoi pas des choses sur comment on traite aussi la question, comment on essaye d'engager les personnes aussi, c'est-à-dire au lieu de faire des articles uniquement descriptifs, on propose aussi les manières de s'engager, la façon dont les personnes peuvent agir aussi pour l'écologie. Enfin, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une remise en question à avoir, pas forcément pour les climato-sceptiques, parce qu'effectivement, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont perdus et dont on ne pourra rien tirer, mais il y a toute une masse qui n'est ni d'un côté ni de l'autre, quoi. Et en fait, est-ce que c'est pas à ces gens-là qu'il faut essayer de s'adresser? Et dans ces cas-là, c'est pas tellement le taux de climat qui va être présent dans les médias ou pas, c'est la manière dont on va en parler qui va intéresser ou pas les personnes, et donc avec des choses peut-être un peu plus, pas forcément provocantes, mais en tout cas un peu plus novatrices et donc un peu plus nouvelles quoi, par rapport à comment on en parle quotidiennement. Alors, qu'on est des médias de vieux. Très peu de temps pour répondre. Il nous reste très peu de temps pour répondre. Du coup, je vais être très rapide. Je voudrais clarifier une chose. Je suis persuadé qu'avec Gilles, globalement, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il a dit à un moment donné que la poule vient de l'œuf, et moi j'ai dit oui, mais l'œuf vient de la poule.
Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, oui, évidemment, les journalistes ont un impact sur ce qui est l'actualité et ils subissent également ce que l'opinion publique, la hiérarchisation des thématiques dans l'opinion publique, ils la subissent également. Mais les deux sont vrais. Et ils n'ont pas aucun rôle. Ce serait faux de dire qu'ils n'ont aucun rôle. Je pense que tu seras d'accord avec ça. Et donc, ce qui est intéressant, peut-être, c'est de temps en temps de faire des sondages et de voir mon lectorat, qu'est-ce qu'il attend, plutôt que de s'imaginer ce qu'on pense qu'il attend. Faire un petit sondage de temps en temps et puis lui demander, alors, qu'est-ce qui est important, le climat, l'immigration, tous les sujets d'actualité, voilà, et puis écouter ce qu'ils nous disent pour qu'il y ait un dialogue. Nous, on en fait juste, oui, pour répondre directement à ça, nous, on en fait, et on fait plus que des sondages. Nous, on regarde de très, très près quels sont les sujets qui suscitent chez nous, vu notre modèle économique, quels sont les sujets qui suscitent le plus grand nombre de dons. Et c'est les enquêtes environnementales, environnementaux, de très loin. Donc, nous, on a aussi un intérêt économique. C'est clairement l'intérêt principal de nos lecteurs. Et nous, on a un intérêt économique à agir là-dessus. Bah oui. Et les questions que vous nous posez, on se les pose. Hein. Réinventer notre façon de faire de l'information. Je peux vous dire qu'avec depuis 20 ans, avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, on a été de toute manière dans l'obligation de le faire. Sinon, on serait plus là de toute façon. Voilà. Et effectivement, toucher de nouveaux publics, on le fait. Aujourd'hui, un journal comme Le Monde, il est sur Snapchat et TikTok et il touche des gamins qui ne touchaient absolument pas il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, c'était un journal papier qui était lu par des gens de 40, 50, 60, 70 ans. Aujourd'hui, il y a des gamins de 12 ans qui arrivent sur Le Monde. Alors, ils ne savent pas toujours qu'ils sont sur Le Monde, ils sont sur Snapchat, ils ne s'en rendent pas compte, mais on touche des publics effectivement très, très, très différents. Et effectivement, vous avez raison, il y a aussi s'adresser aussi à la sphère personnelle, et on le fait aussi à travers les comportements vertueux par rapport à l'environnement. Et effectivement, ça infuse un peu tout le journal. On parlait, on a une rubrique tourisme. La rubrique tourisme, pendant des années, on parlait de voyage à l'autre bout du monde. Et il se trouve qu'avant même le Covid, on a commencé à se poser la question de parler plutôt de voyage en France, à proximité. Bon, avec le Covid, on a été obligé de le faire, mais ça infuse effectivement toutes les parties du journal, ce qui est quand même aussi quelque chose qui a quand même beaucoup bougé depuis 20 ou 30 ans dans nos médias. Il me revient la difficile tâche d'arrêter là les débats, parce que c'est l'heure, tout simplement. Merci beaucoup d'être intervenus. Merci à tous les quatre. Merci à vous d'avoir participé et d'être venus. Le programme est très riche, donc je vous laisse choisir ce que vous voulez pour la suite et peut-être continuer les échanges en privé dans les couloirs ou autres. Merci à tous. Merci.